J'ignore si on peut naître optimiste, mais je sais qu'on peut tomber dans la marmite d'optimisme tout petit. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai mis du temps à le comprendre. Évidemment, dans mon cas, ce n'était pas Panoramix qui touillait, mais ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui a le bonheur simple, elle cultive son jardin. Été 82 à Metz, en Lorraine, c'est l'année où je devais choisir mon orientation scolaire. Et j'en profitais pour parler à ma mère de mon ennui. Maladif, mon ennui. Mais Fabien, l'optimisme, le bonheur, tout ça, c'est dans la tête. Il suffit de le décider. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Avec quoi tu viens là? Franchement, si le bonheur, l'optimiste, on le décide, c'est de la triche. C'est pas un truc. Faut être logique, quoi. Évidemment, à force d'être logique, je suis devenu informaticien. Donc, 15 ans plus tard, je suis dans un bureau, directeur informatique, j'envisage de faire un MBA, de devenir dirigeant, enfin vous voyez toute la panoplie, quoi. Mon téléphone sonne, un lieutenant de gendarmerie, Monsieur Rodin, votre épouse vient d'avoir un accident, ne vous pressez pas pour venir, tout est sous contrôle. Le temps d'arriver, je suis veuf. Dans les semaines et les mois qui suivent, évidemment, je me sens au fond du gouffre. Mais je sais que je remonterai. J'en doute jamais une seconde. Mon réflexe, chevillé au cœur, l'espoir de lendemains qui chanteront. En permanence, je ressens ça. Il y a des pensées qui m'arrivent toutes seules, comme ça. Je refuse de survivre, je veux vivre. Et je veux vivre dans le bonheur. Comment ça, la vie serait injuste? La vie, elle n'est ni juste, ni injuste. Elle est juste la vie, quoi. Et je sens que si je lui fais confiance, elle m'offrira des choses que je n'oserais même pas lui demander. Docteur, je serais optimiste, moi qui me prenais pour un râleur, un espèce d'éternel insatisfait. Mais voyons, Fabien, ça n'a rien à voir. C'est pas incompatible. Tu es français, n'est-ce pas? Râler, ça fait partie de ton identité nationale. Ouais. Aujourd'hui, je me sens pleinement heureux. J'ai la vie que j'avais fantasmée à l'époque, à tout point de vue. Et du coup, je me suis fait une forte conviction à ce moment-là, que j'ai toujours gardée. Nous créons notre réalité. Nous créons notre réalité parce que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Évidemment, ça fonctionne pour le positif comme pour le négatif. Du coup, les optimistes ont davantage tendance à réussir ce qu'ils entreprennent. Et ce qui est chouette, la bonne nouvelle, c'est que devenir optimiste, ça peut s'apprendre. C'est ce que montre la psychologie positive. Et vous vous en doutez. Ce soir ici, c'est exactement ce que je m'apprête à ne pas développer avec vous. Mais vous trouverez des tonnes de conférences TED et de livres sur le sujet, parce que moi, ce que je vais continuer à faire, c'est à vous raconter un petit peu de mon histoire. Ensuite, je suis devenu un acteur humaniste auprès des entreprises et aussi un écrivain engagé. De plus en plus engagé. Autour d'une conviction, nous ne sommes plus en crise. Nous sommes en mutation. Nous devons organiser la transition, inventer une société plus juste, plus respectueuse de notre mère à tous, plus propice à créer du bonheur. Merci. Moi, je me disais qu'il y avait une personne qui était d'accord, en fait, il y en a 6, c'est cool. Génial, merci, on est au bon endroit. Vous avez raison, ça fait un petit peu écolo. Hein, mais comme on ne se refait pas, vous avez devant vous un écoloptimiste. Pourquoi les deux? Parce que, à mon goût, c'est comme les frites et le sel. Ensemble, c'est assez magique, mais chacun des éléments pris tout seul, c'est moyen. Prenez l'écologie toute seule. Depuis des décennies, on a envoyé des messages, on a écrit des essais, on a tourné des documentaires alarmistes. C'était indispensable dans un premier temps. Mais au bout d'un certain temps, ça plombe, ça culpabilise, et du coup ça éloigne. De l'autre côté,
l'optimisme seul. Il y a une espèce d'optimisme tendance en ce moment qui me gonfle prodigieusement. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité à une de ces grands-messes. J'étais au milieu d'un parterre de dirigeants et de grands communicants. Et je me suis emparé du micro pour crier mon agacement. Hitler était optimiste. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, il pensait que l'Allemagne pourrait gagner la guerre. Il fallait y croire quand même dans son bon cœur. Hein. La question, c'est que pour moi, l'optimisme ne devrait pas être une fin. La question, c'est que sert-il? Que sert l'optimisme? D'ailleurs, j'ai continué en disant, les actionnaires des sociétés mortifères, celles qui foutent en l'air la planète et aussi les gens qui sont dessus, ils sont probablement optimistes, ça roule pour eux. Bon, ok. Je vous entends penser, j'y suis allé un peu fort. C'est ce qu'ils ont pensé aussi les autres, hein, d'ailleurs. Mais j'exècre cette récupération de l'optimisme par le système. Les plus grandes marques de la consommation et les politiques unis dans une même supplique. Sainte croissance, priez pour nous. Donnez-nous aujourd'hui notre consommation de ce jour. Et surtout faites que rien ne change. Alors que moi, ce qui me porte, ce en quoi je crois, c'est l'optimisme appliqué à une vision. Par exemple, dans l'écologie, c'est ça qui peut donner la deuxième vague de l'écologie. L'écologie qui montre les possibles, les alternatives, qui dresse les contours d'une vie à la fois belle, désirable, mais surtout soutenable. Alors évidemment, la transition de société, c'est plutôt inconfortable. Mais on la réussira si on y croit vraiment. Ce que la chenille ressent probablement comme la fin du monde, l'homme l'appelle la naissance d'un papillon. Alors bien sûr, ce n'est pas les puissants qui vont porter les changements. Ça, c'est pas possible, parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Ce n'est pas non plus les politiciens, parce qu'ils ont perdu leur pouvoir sur la marche du monde. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Mais pour ça, il faut qu'on retrouve le sens collectif. Dans l'après-guerre, une vision collective s'est imposée autour d'une phrase. Plus jamais ça. C'était une vision collective européenne. Et en même temps, dans tous les pays, une vision nationale s'imposait de fait, la reconstruction. Aujourd'hui, en 2014, quel est l'idéal que nous partageons? Difficile de répondre. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question pour retrouver une vision, pour retrouver tout simplement le sens et réenchanter la société? Elle en a bien besoin. Pour ça, je voudrais vous proposer 2 pistes sur les réenchantements. La première, c'est autour de la citoyenneté. Avant de m'intéresser à ce sujet-là, j'étais persuadé de vivre dans une démocratie aboutie, sous prétexte que nous sommes libres et que nous élisons, donc nous choisissons, ceux qui sont censés nous représenter. Mais la démocratie, c'est bien plus que ça. C'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Pourtant, toutes les décisions se prennent sans nous. Quand avons-nous l'occasion d'être acteurs? La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours, disait ce grand philosophe français, vous voyez. Il est vital que ça change. Et le G1000, dont je vais vous dire quelques mots, c'est peut-être le maillon manquant de la démocratie. Imaginez, à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont composés quasi à 100% de politiciens professionnels, imaginez 1000 citoyens volontaires et à la fois tirés au sort. 1000 personnes, 1000 Français comme vous et moi, des jeunes, des vieux, tous les métiers, toutes les origines, des chômeurs, des personnes d'origine étrangère, qui seront interrogés, consultés pour toutes les décisions importantes. Et ils seraient légitimes à le faire, ils seraient compétents, parce on leur donnerait l'information pour. Bien informés, les gens sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Merci. Enfin, c'est pas de moi la phrase, hein, mais merci quand même. Important, ils délibéreraient plutôt que de se confronter. Le premier G1000 français est actuellement en projet.
Il commencera par une journée nationale de consultation des Français sur leurs enjeux majeurs. Il utilisera d'une manière plutôt innovante et très constructive la télévision, les réseaux sociaux et aussi les autres médias. Si tout se passe bien, ça sera fin 2015 ou bien l'année prochaine, mais ce n'est pas gagné. Du coup, le G1000 France a besoin de toutes les bonnes volontés. Deuxième piste, pour réenchanter la société, l'art. Est-ce que vous savez que dans l'après-guerre, les Américains, avec le plan Marshall, nous ont injecté massivement leur culture, à travers le cinéma en particulier. Dans des beaux films, ils nous ont envoyé leur modèle de société, en partie composé d'une consommation outrancière, et on l'a adopté. Le problème aujourd'hui, c'est que ce modèle n'est pas durable, on le sait bien. Si on le remplaçait par une vision à la fois belle et soutenable, parce qu'en plus, on peut utiliser exactement les mêmes techniques. Ici, ils ne sont pas pris de manière rationnelle, mais émotionnelle. Ils n'ont pas fait des tournées de conférences en disant « On va vous expliquer aux Européens pourquoi la consommation, c'est vachement bien. » Non, c'est pas ça. Quand on veut mettre l'humain en mouvement, c'est à son cœur qu'il faut parler, davantage qu'à sa tête. C'est pour ça que je rêve que les artistes s'engagent de plus en plus. Comme dit un de mes amis, il est temps d'inventer une nouvelle mythologie. C'est pour ça que moi, personnellement, dans mes écrits, j'utilise la forme romanesque, je passe par l'émotionnel. Et même dans les entreprises, c'est ce que je fais. Et vous savez quoi? Ça marche. Mais imaginez, il y a 9 ans, je commençais les premières lignes de mon premier roman. Personne n'en a voulu, 25 éditeurs, personne n'en a voulu. Aujourd'hui, mon dernier texte, qui s'appelle Des semences et des hommes, est lu sur scène. La première, d'ailleurs, ça a été à La Rochelle. Donc j'ai un attachement affectif, du coup. Et je suis un tout jeune auteur de bande dessinée pour Glénat, Les Seigneurs de la Terre, une saga qui est très prometteuse. C'était vraiment une utopie pour moi de devenir un vrai écrivain, un vrai auteur. Mais comme je ne l'ai pas lâché, elle est devenue réalité. Et vous? Quelles sont vos utopies? Quels sont vos rêves, ceux qui sont beaux pour vous et au-delà de vous, qui vous dépassent? Si jamais vous les avez oubliés, repensez-y. On a tous eu des rêves et des utopies. Pourquoi attendre davantage? Et si là, tout de suite, vous décidiez de vous mettre en marche dès demain matin, peut-être dès ce soir? Ensemble, on peut tout réussir. J'en suis complètement convaincu. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages. Et moi, je suis la plume. Et ça sonne bien, ce truc. Ce serait pas du jazz? Hey, James, come on! James! Applaudissements pour James. James, tu pourrais nous jouer quelques notes de jazz? Oh, James. J'ai pas dit du jazz, j'ai dit du zaz. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi, je suis la plume. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh.